Parmi toutes les voix, trace la tienne. Le nouveau slogan du Salon interjurassien de la formation invite les jeunes à prendre leur avenir professionnel en main. Un avenir à choix multiples, espérons-le aussi coloré que les flèches de l'affiche que vous avez à l'écran. Un avenir pour les jeunes et pour nous un engagement, les accompagner dans leurs choix, leur montrer tout l'éventail des possibles pour qu'ils aient envie d'entrevoir leur avenir professionnel ici dans notre région jurassienne. Mesdames et messieurs, chers invités, soyez toutes et tous les bienvenus à cette partie officielle marquant l'ouverture du Salon interjurassien de la formation professionnelle, un événement qui est le 13e du nom. Avec le comité du Salon, nous sommes heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je salue en particulier Monsieur Fabrice Maca, président du Parlement jurassien. Monsieur le ministre Raphaël Tchoki, chef du département de la formation, du numérique et des sports. Monsieur Peter Gasser, président de la commission instruction publique du Conseil du Jura bernois. Monsieur Corentin Jeanneret, maire de Saint-Imier, ainsi que ses collègues du conseil municipal. Monsieur Marcel Winisterfer, maire de Moutier, accompagné lui aussi de plusieurs de ses collègues de l'exécutif prévôtois. Messieurs les maires, conseillers communaux, présidentes et membres des législatifs communaux du Jura et du Jura bernois. Mesdames Aurélie Landry et Ariane Tonon, membres du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. Monsieur Patrick Ria, président de la FER Arc JU. Monsieur Maurice Paupe, président de Gastro Jura. Monsieur Jean-Claude Lachat, président de la délégation jurassienne à la loterie romande. Madame Catherine Hahn, présidente du conseil d'administration du Forum de l'Arc. Monsieur Maxime Zuber, recteur de la HEP Béjune et président du conseil académique des HEP romandes. Monsieur Patrick Linder, directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral. Mesdames Myriam De Giorgi, Nicole Jolia, Delia Evray-Smits et Monsieur Edwin Smits, représentants des métiers liés au cheval, hôte d'honneur de ce salon. Monsieur Stéphane Corr, notre conférencier que nous nous réjouissons d'écouter tout à l'heure. Je salue également, mesdames et messieurs, les représentants des services cantonaux, bernois et jurassiens, mesdames et messieurs, les représentants des organisations du travail, des entreprises partenaires et sponsors du salon, mesdames et messieurs, les représentants de l'EPFL, des hautes écoles, des écoles cantonales et des différents instituts de formation, mesdames et messieurs les représentants des SwissSkills et des autres salons de formation romans. Je salue les principaux artisans de ce salon que sont les exposants. Nous comptons 76 stands au total cette édition. Enfin, les représentants des médias ainsi que vous toutes et tous en vos titres et qualités. Quelle tonalité avons-nous donné à cette nouvelle édition du Salon de la formation ? Eh bien, nous avons souhaité qu'il soit moderne et contemporain, qu'il s'inscrive dans l'actualité et le monde d'aujourd'hui tout en étant ancré dans notre région. Le choix de l'invité d'honneur en témoigne, les métiers autour du cheval. La plus noble conquête de l'homme est l'un des emblèmes marquants de la région jurassienne, bien ancré dans l'imaginaire collectif. Saviez-vous combien sont nombreux et actuels ces métiers ? Maréchal ferrant, soigneur, vétérinaire, sellier. Vous en découvrirons encore d'autres sur le stand qui a été conçu avec les acteurs régionaux que je remercie au passage. Le cheval aussi que l'on retrouve sur les prestigieux concours hippiques de la planète où plusieurs jeunes jurassiens brillent en ce moment de mille feux. Dans le sillage de Steve Gerda, nous vivons aujourd'hui un véritable âge d'or et nous voulions aussi honorer ces jeunes qui mènent de front une formation exigeante et une carrière sportive de haut niveau. Actuels aussi les métiers liés à la transition énergétique. Nous proposons aux élèves et à nos visiteurs en général un quiz qui permet de s'orienter vers ces métiers assurément d'avenir et qui touchent des secteurs d'activité de plus en plus larges et passionnants. Les nouvelles technologies se trouvent aussi au cœur de l'actualité. Le Salon de la formation se devait de contribuer au débat qui touche de près les écoles. Faut-il y interdire les smartphones, comme vient de le décider le gouvernement jurassien ? D'autres approches sont-elles possibles ? Et quid de l'intelligence artificielle dans les programmes scolaires ? Nous vous proposons ce soir une conférence d'un spécialiste de ces questions, M. Stéphane Corr,
non pas pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais bien pour alimenter nos réflexions et vous donner quelques outils pour vous forger une opinion documentée. Actualité encore avec les métiers de la santé, dont le village est considérablement renforcé cette année. De très nombreux métiers sont proposés dans le domaine des soins à la personne, où l'écoute, l'attention, l'empathie ne sont pas prêts d'être remplacés par de l'intelligence artificielle, et où les besoins futurs sont absolument gigantesques, compte tenu de l'évolution démographique dans nos pays occidentaux. Nous avons proposé également lors de ce salon des métiers pour que les jeunes puissent s'exercer à un entretien d'embauche, des concours, des démonstrations. Comme par le passé, nous avons élaboré un salon qui bouge, qui offre des expériences, qui permet aux jeunes de s'amuser tout en apprenant. Un salon à l'image des jeunes d'aujourd'hui pour les aider à s'orienter de manière ludique et didactique. Une question revient souvent. Avec 220 métiers, comment les jeunes font-ils pour s'y retrouver ? Bien d'abord, les métiers sont regroupés en villages, ce qui permet déjà une première sélection. Je suis plutôt intéressé par les métiers de la construction, par ceux de la sécurité, par un métier technique. Puis finalement, ce vaste choix est aussi une chance à saisir pour les jeunes. Grâce à des événements comme ce salon, ils sont soutenus, accompagnés, canalisés. Ils peuvent se faire une première idée, découvrir des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé a priori, puis faire un stage en entreprise, confirmer leur choix. Et ensuite, changer de voie, si vraiment, grâce aux nombreuses passerelles proposées par notre système de formation extrêmement flexible qui correspond aussi au monde d'aujourd'hui. Vous le savez bien, on n'apprend plus un métier pour toute la vie comme c'était le cas par le passé, mais on évolue, on change de voie, on acquiert de nouvelles compétences. C'est pour cela aussi que la formation continue est à nouveau cette année mise en exergue lors du salon. Mesdames et messieurs, chers invités, j'aimerais pour conclure ce propos introductif vous dire encore que nos entreprises, notre société a besoin de tous les talents. L'avenir est ici, dans la région jurassienne, et il est faux de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Certes, les grands centres urbains peuvent offrir davantage de perspectives dans certains métiers très spécialisés, mais les besoins ici sont énormes pour le futur. Dans l'industrie, les soins, l'artisanat, l'informatique, la sécurité, les loisirs, des emplois divers et passionnants s'offrent aux jeunes. Ce que nous souhaitons aujourd'hui allumer dans leurs yeux, c'est le petit feu de la passion, celle qui ouvre toutes les portes de l'avenir professionnel. Parmi toutes les voies, trace la tienne, autrement dit, trouve celle qui va allumer l'étincelle qui fera toute la différence. Et je passe aussi ce message aux parents, aux enseignants. Aidez vos enfants à avoir la passion de ce qu'ils font. C'est la base, la condition sine qua non pour réussir aujourd'hui. Avec la passion, la réussite sera assurément au rendez-vous. Le monde d'aujourd'hui n'est pas facile pour les jeunes. Je comprends qu'il ne leur fasse guère envie, qu'il puisse même leur faire peur. Une des clés pour leur donner confiance est de bien préparer leur avenir professionnel. Ce salon est fait pour ça, pour les aider à écrire leur futur en lettres d'opportunités, de défis et de succès, et au final tracer leur voie parmi toutes celles qui sont proposées ici et jusqu'à dimanche. Vive le Salon interjurassien de la formation et merci à toutes et tous de votre attention. De Moutier, nous allons maintenant nous rendre à Saint-Imier, une cité mondialement réputée pour son industrie horlogère et sa marque emblématique Longines. Une ville aussi qui est un important centre régional dans le domaine de la formation, qui se distingue également au niveau des énergies renouvelables avec le parc Mont-Soleil. De tout cela, nous allons parler avec le maire de Saint-Imier, M. Corentin Jeanneret, que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur scène. Monsieur Jeanneret, bonsoir. Votre ville est invitée d'honneur du salon. Que mettez-vous en valeur en particulier sur votre stand ? Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on cherche à mettre en valeur sur ce stand. Il y a déjà la municipalité de Saint-Imier en tant qu'entreprise formatrice.
Saint-Imier, on forme des apprentis employés de commerce, on forme des apprentis agents d'exploitation avec différentes options. Il y a la commune de Saint-Imier simplement en tant que commune attractive. Alors on ne veut pas faire de l'ombre à Moutier, on n'oserait pas, on serait des mauvais hôtes, je crois, mais c'est voilà, de mettre en avant Saint-Imier, une commune dynamique dans laquelle il fait bon vivre, où il y a plein de choses. Et dans ce plein de choses, il y a notamment la formation qui est vraiment dans l'ADN de Saint-Imier, je crois, avec différentes écoles, le CEF, la HEARC, toutes les écoles obligatoires. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant sur ce stand. Alors la formation, justement, on est là dans le bon endroit pour en parler. Saint-Imier abrite l'un des sièges de la Haute École Arc Ingénierie, notamment. Qu'est-ce que cela représente pour votre ville ? Pour nous, c'est énormément d'étudiants qui viennent ici. C'est une longue tradition. On avait une école d'horlogerie, une des premières dans le canton de Berne, qui a été ouverte au 19e siècle. C'est beaucoup de souvenirs. Quand on rencontre des gens qui ont fait leurs études à Saint-Imier, ils ont toujours une petite étoile qui brille dans les yeux puis qui dit « J'ai fait ma formation à Saint-Imier au TEC, j'ai fait ma formation à l'école d'infirmière. » C'est beaucoup de souvenirs et c'est toujours des souvenirs positifs. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire, à créer et puis à mettre en avant à Saint-Imier. On va parler de transition énergétique à l'occasion de ce salon en proposant différentes voies professionnelles dans ces métiers émergents, porteurs d'avenir. Saint-Imier est à la pointe dans ce domaine avec le parc de Mont-Soleil. Dites-nous 2 mots sur l'évolution récente de ce parc. Alors le parc, on a le parc éolien qui est le plus grand de Suisse et on a une centrale photovoltaïque qui était, il y a plus de 30 ans, la plus grande en Europe lors de son inauguration. Et on travaille à l'avenir maintenant avec ce parc photovoltaïque, puisqu'il y a un projet Solar Express, c'est la volonté du Parlement fédéral de rendre la Suisse indépendante en énergie pendant l'hiver, pour qu'on puisse consommer ce qu'on produit finalement, ou produire ce qu'on consomme plutôt. Et on est en train il y a un projet avec les partenaires BKV notamment pour élargir cette station photovoltaïque et puis en faire quelque chose vraiment grand qui participe à l'indépendance énergétique de la région. Un mot encore peut-être pour conclure sur votre vision sur les jeunes d'aujourd'hui. Comment vous percevez ces jeunes ? Les jeunes, c'est notre avenir. Je crois que je serais mal placé. J'aurai 30 ans cette année, donc je ne me considère pas encore tout à fait trop vieux. Mais je crois que les jeunes, c'est l'avenir. Leur formation, c'est finalement le bagage qu'ils auront toute leur vie. Alors, le système suisse est bien fait. On peut faire des passerelles, on peut passer d'une formation à l'autre, d'un métier à l'autre. Comme vous l'avez dit, on ne fait plus le même métier que ses parents ou que ses arrière-grands-parents toute la vie. Donc finalement, c'est le meilleur passeport qu'ils puissent avoir, une formation. Et puis ces jeunes, c'est notre avenir. Je crois qu'on est une région, j'en parlais avant avec Monsieur le ministre, on n'a pas beaucoup de matières premières, mais on a de la matière grise. Donc finalement, investir là-dedans, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et c'est notre jeunesse pour la garder ici et pas qu'elle aille ailleurs. Voilà, on va garder ce mot, investir dans la matière grise. Monsieur Jeanneret, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Vous êtes le maire de Saint-Imier, on vous remercie sincèrement pour votre soutien à ce salon et je vous propose d'applaudir Monsieur Corentin Jeanneret chaleureusement, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'un invité d'honneur à l'autre, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un saut de cheval, devrait-on dire. Je vous propose maintenant une séquence consacrée aux métiers en lien avec le cheval, des métiers sur lesquels nous avons décidé de braquer les projecteurs de ce salon 2026. J'appelle à me rejoindre Madame Myriam De Giorgi, qui est doyenne des métiers du cheval auprès d'Agrilogie, le centre de compétences dispensant des formations professionnelles initiales, supérieures et continues dans le domaine des métiers du cheval. Madame De Giorgi, je vous cède volontiers la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Salon interjurassien de la formation pour vous présenter les métiers du cheval. Des métiers de passion, d'engagement et de savoir-vivre. Travailler avec les chevaux, c'est choisir un quotidien au contact de l'animal, de la nature et de l'humain. C'est un domaine exigeant, mais profondément enrichissant qui offre des parcours de formation structurés et reconnus. 2 voies principales permettent d'accéder au métier du cheval.
la formation AFP de gardien-gardienne de chevaux qui se déroule sur 2 ans. Elle s'adresse notamment aux personnes qui rencontrent des difficultés d'apprentissage et qui souhaitent acquérir des compétences pratiques solides dans le domaine équin. Cette formation permet d'apprendre les bases du soin aux chevaux, de l'entretien des installations et du travail quotidien à l'écurie. La formation CFC de professionnels du cheval se déroule sur 3 ans et offre plusieurs domaines spécifiques. En premier, nous avons le domaine soins et services, qu'on appelait plus communément palefrenier, ou encore le domaine spécifique monte classique, anciennement écuyer. Ensuite, nous avons le domaine monte western, chevaux d'allure, attelage et chevaux de course. Cette formation permet de développer des compétences approfondies dans une spécialisation choisie, tout en acquérant une solide base commune. La formation repose sur le modèle dual suisse, articulé autour de 3 pôles complémentaires. De 1, nous avons l'entreprise formatrice où se déroule la pratique quotidienne. Ensuite, l'école professionnelle pour la théorie, qui est située chez nous à Moudon, qui est la seule école francophone de Suisse. Les cours interentreprises qui permettent de mettre en pratique la théorie dans un cadre structuré. Concrètement, durant la formation, les apprentis passent en moyenne 1 jour par semaine à l'école à Moudon et 4 jours et demi en entreprise. À cela s'ajoutent 5 jours de cours interentreprises par année organisés au chalet d'Agobet à Lausanne. Les objectifs de la formation. Durant leur apprentissage, les futurs professionnels développent les objectifs suivants. Des compétences solides en soins, alimentation et bien-être du cheval, la capacité à observer et évaluer l'état de santé des chevaux, la maîtrise des techniques et l'enseignement liés à leur spécialisation, le sens des responsabilités, de l'organisation et du travail en équipe, et pour terminer, une attitude professionnelle face à la clientèle et aux partenaires. Les débouchés après la formation. Après l'obtention d'un CFC ou d'une formation AFP, plusieurs perspectives s'ouvrent, soit un engagement dans une écurie privée ou un centre équestre, travailler dans des écuries de sport, de course ou encore d'élevage. Ils ont également la possibilité de formation continue et de perfectionnement. Après avoir obtenu avec succès le CFC de professionnel du cheval et acquis au minimum 2 ans d'expérience pratique, il est possible d'aller encore plus loin. En effet, les personnes qui souhaitent approfondir leurs compétences et évoluer dans leur carrière peuvent se présenter à l'examen professionnel menant au brevet fédéral. Cette formation complémentaire dure en principe environ 1 an et demi. Comment s'engager dans la voie professionnelle du cheval? Si cette formation intéresse les jeunes que vous côtoyez, il est très important de les encourager à effectuer des stages dans différentes écuries, si possible sur plusieurs jours consécutifs, car il s'agit d'un travail, d'un métier exigeant. Trouver et signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise formatrice qui leur convient. Et pour terminer, l'inscription à l'école se fera automatiquement par le canton. Et surtout, n'hésitez pas à passer à notre stand pour vous renseigner, poser vos questions et découvrir plus en détail les différentes formations. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Les métiers du cheval ne sont pas simplement un travail, ils représentent une vocation, un engagement quotidien et une relation unique avec le cheval. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent salon. Bravo. Bravo madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant la découverte de cet univers en fait lié au cheval en compagnie de 2 jeunes apprentis qui se forment dans ces métiers. J'appelle Nolène Chalère de Courtelary et Alison Ramos Burga d'Ange à me rejoindre.
Voilà, on va leur donner également un micro. Nolène, d'abord une première question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? Pour moi, ça a toujours été une évidence parce qu'on a eu des chevaux à la maison. Avec nos pensionnaires, on avait plus d'une soixantaine de chevaux. Alors j'ai grandi avec les chevaux depuis toute petite et il n'y a jamais rien eu d'autre qui m'a autant intéressée que les chevaux depuis toujours. Alison, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet apprentissage de votre côté? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est donc de travailler avec les chevaux constamment, parce que j'ai toujours adoré ça. Et puis la rigueur que demande ce travail aussi, parce qu'il faut être soigneux et on est obligé de tout voir, sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Alors une fois que vous aurez fini votre formation, c'est quoi la suite pour vous? Moi, après, je pars en haute école spécialisée. Je refais des études. Voilà, donc plus rien à voir avec le cheval. Non. Voilà, donc l'apprentissage aussi comme tremplin, hein, peut-être Oui. pour d'autres formations. Pour vous, Alison, vous avez fini déjà votre formation. Quelle est la suite? Pardon, Nolène, qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je travaille à 50% chez mes parents qui ont aussi des chevaux et à 50% chez un marchand de chevaux à Cortébert. D'accord, une question très brève encore à chacune d'entre vous. Qu'est-ce que vous diriez à vos amis, à vos copains, copines pour les motiver à faire un métier en lien avec le cheval? Ce qui est très beau, c'est qu'on est beaucoup dehors avec la nature et avec les chevaux en plein air. Et bien sûr, on travaille toujours avec des animaux, donc c'est pas tous les jours pareil, ils n'ont pas toujours le même comportement, donc c'est très intéressant, c'est très varié et c'est passionnant et l'apprentissage nous permet de beaucoup évoluer aussi sportivement parlant si on a des bons patrons. Ok, de votre côté? Un peu la même chose. Surtout, c'est des animaux, donc le travail n'est pas toujours facile, mais il est beau. Et effectivement, ça permet d'évoluer aussi sportivement dans la carrière. Merci beaucoup, Nolène, Alison. On va les applaudir chaleureusement. Elles se débrouillent très bien au micro, comme vous avez pu le constater. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Vous le voyez, mesdames, messieurs, on a dans cette région des jeunes fantastiques. Ils sont passionnés, ils sont enthousiastes. Ils sont aujourd'hui cavaliers professionnels après avoir obtenu un CFC de professionnel du cheval. Brian Smith et Gaëtan Jolia incarnent la relève du sport hippique suisse, une relève talentueuse et ambitieuse. Ils sont actuellement en compétition à l'étranger, mais nous les avons rencontrés pour vous. Je m'appelle Brian Smith, j'ai 20 ans, j'habite à Chevenay et je fais de l'équitation sur l'obstacle depuis mon plus jeune âge. Ce métier ou cet apprentissage est très exigeant, mais étant donné qu'on a tellement de passion pour les animaux, pour l'équitation et pour faire ça justement, ça passe un petit peu au-dessus parce qu'au final, on fait ce qu'on aime et le fait d'aimer tellement ce qu'on fait, ça nous fait un petit peu oublier qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une passion et on vit de notre sport. Certains paieraient pour faire ça et nous, c'est notre travail, alors c'est juste magnifique. Ok, encore une fois, tout le monde la même chose. Je m'appelle Gaëtan Jolia, je viens de Delémont, j'ai 20 ans, 21 ans cette année. Et puis je suis diplômé dans le CFC du professionnel du cheval. C'est un CFC qui est sur 3 ans, c'est moyennement long pour nous. C'est entre du loisir et du travail. Je crois que si on est né là-dedans, c'est plutôt un plaisir, mais avec les heures qu'on fait par semaine, ça devient un travail et c'est assez rigoureux comme travail. Donc une journée type à Chevenay, prenons cet exemple, c'est 7h15, on commence à faire les box, à nettoyer donc les box, balayer les écuries, remettre de la paille, donner le foin, fourrager, etc. Ensuite, vers 9h, monter le premier cheval, monter environ 3-4 chevaux le matin, une pause à midi d'1 heure. Ensuite, rebelote, monter environ 3-4 chevaux. Et ensuite, à 4h, donc il y a d'autres choses. Moi, personnellement, je fais le tracteur, je fais la herse, vider les brouettes, etc. Et faire en sorte que ce soit de nouveau beau pour le jour d'après. Il faut être bien entouré. Moi, ça m'a bien aidé avec ma famille, qui m'a toujours bien aidé autour de moi pour organiser tout ça. Je pense que dans ce milieu, on est vraiment indépendant aussi, avec les chevaux, irresponsables. Et c'est là où on se rend compte qu'à la fin, il faut être responsable avec l'animal et avec soi-même et pour les futures échéances, pour le sport, pour le loisir, pour le travail. Faut tout prendre ça du même degré et c'est comme ça qu'on y arrive.
aller faire la fête et aller voir mes copains, c'est pas quelque chose qui me tente énormément étant donné que nos copains, on les voit justement en compétition. C'est même une raison pour laquelle on a encore plus envie d'aller en compétition avec les copains ou simplement faire de l'équitation ou y passer du temps aux écuries parce qu'on les voit là-bas et c'est une sorte de cercle vertueux de passer vraiment tout notre temps avec nos copains, que ce soit humains ou chevaux. Le Jura, c'est vraiment un canton où il y a beaucoup de bons cavaliers. Je crois qu'on a une bonne locomotive en tête avec Steve. Je crois que ça nous permet aussi de visualiser un peu la suite. Dire que ok, c'est possible de partir du Jura et d'aller être champion olympique ou de faire sa vie là-dedans. C'est sûr que ça nous tire en avant. C'est sûr que les points ranking et le classement mondial, c'est toujours quelque chose qui trotte dans la tête. Après, je ne crois pas qu'il faut s'y perdre là-dedans. Maintenant, on va aller étape par étape. Cette année, il y a de beaux échéances. Il y a le championnat d'Europe jeune cavalier, qui est encore ma dernière année, qui va être important. Et il y a aussi dans l'élite le championnat du monde, où ça, c'est plutôt un rêve cette année. Je ne sais pas si ça va être atteignable, mais on va étape par étape et en vision les JO de Los Angeles. Mon objectif, c'est faire les championnats avec l'équipe suisse, de faire maintenant déjà cette année les championnats d'Europe. J'aimerais aller décrocher un podium avec notre équipe. Et sinon, pour le futur, je dirais que c'est très important d'avoir de grandes ambitions, mais il faut faire ce qu'on aime. Et si on fait ce qu'on aime, si on fait notre passion, qu'on soit premier, deuxième, troisième, c'est vrai qu'on a envie d'aller tout en haut, mais il faut aimer notre vie et profiter chaque jour de notre métier. Je ne sais pas si je parle à mon cheval à pleine voix, mais en tout cas, je pense beaucoup à ce que je pourrais lui dire et peut-être que ça, il le comprend aussi à l'intérieur de moi. Les chevaux, c'est un peu une éponge et ils absorbent tout ce qu'on aimerait leur dire. Je pense que leur parler à l'intérieur ou à haute voix, ils sont assez malins pour comprendre. Je vous avais prévenu, ils sont fantastiques ces deux jeunes. Merci de les applaudir, mesdames, messieurs. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de Brian Smith et de Gaëtan Jolia. Ils évoluent maintenant au plus haut niveau avec des objectifs, vous l'avez entendu, des championnats du monde et des Jeux olympiques. Donc on a vraiment une chance incroyable d'avoir ces jeunes ici dans le Jura. Avant d'accueillir notre prochain orateur, permettez-moi de rappeler les importants moyens humains et financiers qui sont mis en œuvre pour organiser un tel salon. Juste un ordre de grandeur. Entre l'organisation générale et les différents villages, on parle d'une somme d'1 million de francs qui est engagée, à laquelle il convient d'ajouter l'investissement consenti par tous les acteurs qui ont conçu et construit les différents villages et qui vont les animer pendant 4 jours. Que toutes celles et ceux qui donnent de leur énergie et de leur temps soient ici chaleureusement remerciés. Des partenaires privés nous soutiennent, je pense aux organisations de branche, à de nombreuses entreprises. Elles montrent ainsi leur engagement en faveur de la jeunesse, de la formation et de la relève. Leur savoir-faire est absolument fantastique et nous devons à tout prix le préserver. La pérennité de notre tissu économique dépend aussi de notre capacité à former les talents de demain. Les collectivités publiques nous réitèrent également leur soutien. Je leur témoigne toute notre gratitude. Parmi nos partenaires, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, le CEFRI, les cantons de Berne et du Jura, ainsi que plusieurs communes, dont celles de Delémont et de Moutier. Les cantons en particulier mettent à disposition du salon leurs collaboratrices et collaborateurs spécialisés dans les domaines de la formation, de l'orientation professionnelle, et sans leur expertise, nous ne serions pas en mesure d'organiser un tel événement. Puis j'aimerais aussi donner une mention particulière au personnel d'EFEJ à Basse-Cour qui, depuis plusieurs jours, s'active pour monter l'ensemble des stands qui composent ce salon. Un grand merci également à eux. Et pour souligner le caractère interjurassien du salon, nous accueillons ici alternativement un représentant du gouvernement jurassien et du conseil exécutif bernois. C'est le tour du canton du Jura et j'invite à s'exprimer maintenant le nouveau ministre de la Formation, du Numérique et des Sports, M. Raphaël Tchocki.
bien, mesdames, messieurs, permettez-moi, comme le président du comité d'organisation a été complet, exhaustif dans ses présentations, de vous saluer plus simplement en qualité de chers et chers invités, chers jeunes également. Il l'a très bien dit, nouveau ministre, après 2 mois de fonction, je peux clairement dire que je suis encore en formation, très clairement. Vous dire aussi que je découvre chaque jour les subtilités du métier, ou plutôt de la fonction. Et puis en 2 mois, effectivement, c'est la première fois qu'on est accueilli avant de prendre la parole par un petit jingle musical. On sent de nouveau qu'une préoccupation au détail a été apportée, et puis c'est extrêmement satisfaisant. Ça dénote aussi la qualité de l'organisation qui est derrière cet événement. Très bien. Plus sérieusement, certes, c'est la première fois que je participe à cette cérémonie d'ouverture en tant que ministre. C'est la 5e ou 6e fois que j'y participe parce que, effectivement, dans ma vie antérieure, j'avais l'immense plaisir de fonctionner comme exposant, animateur dans le cadre d'un stand en lien avec la formation commerciale. Je suis donc très bien placé pour vous dire que, édition après édition, le Salon interjurassien de la formation s'impose comme un rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs du domaine. Pour les jeunes, ce salon, mesdames, messieurs, représente bien davantage qu'un événement. C'est une rencontre avec leur avenir. D'ici à dimanche, vous le savez, près de 5000 jeunes franchiront les portes, 5000 élèves notamment, tous en quête d'orientation. Tous cherchent leur place, leur voie. Et le salon est précisément là pour les guider et les inspirer. Le monde du travail est en pleine mutation. Nous traversons une époque où les métiers se transforment rapidement, les trajectoires professionnelles ne suivent plus une ligne droite, où la technologie accélère chaque évolution. Elle accélère aussi nos interrogations. Elle accélère parfois même nos inquiétudes. Et cela peut susciter bien des craintes, notamment chez les plus jeunes, mais vous le savez, chez les parents également. Mais il y a une raison d'être confiant. Jamais les opportunités de se former, d'évoluer et de se réinventer n'ont été aussi nombreuses. En Suisse, l'apprentissage ouvre la voie à plus de 250 professions. Et le regard du monde professionnel évolue lui aussi. Hier, on engageait avant tout un diplôme. Aujourd'hui, on engage des compétences. Les aptitudes personnelles, les qualités humaines, comportementales, les relations, le relationnel font aujourd'hui la différence. De même que la capacité à chercher des solutions, à collaborer, à travailler en équipe. Dans notre région, nous connaissons la force de la formation professionnelle. Elle relie l'école et le monde du travail. Elle donne du sens. Elle ouvre des portes. Elle est exigeante, mais très attractive. Au niveau national, selon les dernières données de l'Office fédéral de la statistique, près de 2/3 des élèves ont débuté leur première année du secondaire 2, ont fait ce choix d'une filière professionnelle. 1/3 s'oriente vers la formation générale. Je parle ici de la maturité gymnasiale ou encore de l'école de culture générale. Dans le canton du Jura, ces proportions sont sensiblement comparables. C'est évident, la formation professionnelle n'est pas une voie par défaut, c'est une voie d'avenir, une voie qui doit évoluer en permanence pour rester forte et attractive. La Confédération elle-même le souligne. La formation professionnelle est traversée par des défis majeurs, notamment la numérisation, et elle doit évoluer en continu. Autrement dit, on ne protège pas cette voie en la mettant sous cloche, on la protégera en l'actualisant et notamment en l'adaptant aux défis du numérique. J'insiste toutefois sur un point, toutes les voies se valent. Voie gymnasiale, école de culture générale, maturité, AFP, CFC, passerelle, haute école, formation supérieure ou encore formation continue. Toutes les voies se valent à condition qu'elles soient choisies et qu'elles mènent à de vraies perspectives. Le vrai échec, mesdames, messieurs, ce n'est pas de changer de route. Le vrai échec, c'est de croire qu'il n'y a qu'une seule route. Et pour illustrer cette richesse des parcours, quel meilleur symbole que l'hôte d'honneur de cette édition, les métiers autour du cheval. Comme cela vient de nous être présenté, les métiers du cheval illustrent parfaitement la diversité et la richesse des parcours professionnels qu'offre cette formation ou cette filière. Gardien de chevaux, professionnel du cheval, maréchal ferrant, vétérinaire, équin, au moins 6 spécialisations rien que pour le CFC de professionnels du cheval. Un domaine, le cheval, et une multitude, à nouveau, de chemins. Ces métiers nous rappellent quelque chose d'essentiel. Un bon cavalier ne force jamais son cheval. Il écoute, il s'adapte, il trouve la bonne allure.
Il en va de même dans le choix de sa formation. Il ne s'agit pas de galoper sans avoir appris à trotter. Il s'agit de trouver son rythme, de trouver son chemin, pas à pas, étape par étape. Et dans ces métiers-là, rien ne remplacera jamais l'humain. Aucune machine ne remplacera la main qui prend soin d'un cheval blessé. Aucun algorithme ne remplacera le regard qui rassure un animal inquiet. Ce qui m'amène, vous le sentez bien, à un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle. L'IA va transformer des métiers, des tâches, des méthodes d'apprentissage. Elle peut aider à s'entraîner, à comprendre, à personnaliser des parcours. Mais attention, l'IA peut aussi ralentir l'apprentissage si elle fait le travail à la place d'eux. Et dans la formation continue aussi, les analyses récentes sont claires. L'IA peut améliorer l'apprentissage des compétences, mais pas automatiquement. Tout dépend de l'usage, du cadre et surtout de l'éthique. Mon message est simple, en matière d'IA, ni panique, mais pas non plus de la naïveté. L'intelligence artificielle ne remplace pas votre valeur, elle ne remplace pas la créativité, ni l'empathie, ni le jugement humain. Il faut apprendre à l'utiliser avec un esprit critique. Plus le monde se digitalise, plus les compétences humaines deviennent précieuses. Communication, gestion des conflits, pédagogie ou encore collaboration. Ces compétences doivent être au centre des formations que nous proposons à nos jeunes. La formation est par essence une aventure collective. Mesdames, Messieurs, au regard du nombre de personnes réunies ce soir, cela n'en fait aucun doute. Je suis un ministre plus que rassuré. Aux parents, enseignantes et enseignants, formatrices et formateurs, entreprises, associations, j'adresse ici ma profonde reconnaissance. Car l'orientation et la formation ne relèvent pas d'une démarche individuelle, elles sont le fruit d'un engagement commun à coordonner. Un engagement pour assurer un accompagnement de qualité, exigeant mais bienveillant à la fois. J'insiste sur ce terme de bienveillance. Un engagement pour proposer des places de stage, des places d'apprentissage et pour permettre aux entreprises d'investir pleinement dans la relève. Mais c'est aussi un engagement de solidarité, celui de ne laisser personne au bord du chemin. Je pense à celles et ceux qui doutent, qui se découragent parfois, qui avancent avec des obstacles ou qui portent des parcours de vie plus lourds que d'autres. Notre responsabilité est claire, encourager, accompagner, soutenir. Je crois profondément à la force des partenariats. Votre présence ce soir en est une démonstration vivante. Le Salon interjurassien de la formation est un rendez-vous avec l'avenir, mais l'avenir n'est pas une fatalité qui s'impose à nous. Il se prépare, il se façonne, il se construit ensemble. Et c'est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu cette édition possible. Bien évidemment, l'équipe organisatrice, avec Pierre-Alain Béret à sa tête, votre engagement est remarquable, je tiens ici à le relever. Je remercie également les associations professionnelles qui s'investissent avec passion, les exposants et les partenaires publics et privés. Et pour terminer, je souhaite m'adresser directement aux jeunes, à celles et ceux présents ce soir, et surtout à tous ceux qui franchiront les portes du salon ces prochains jours. Vous êtes à l'aube d'une belle aventure. Certains savent déjà quelle direction ils veulent prendre, d'autres hésitent encore, et c'est parfaitement normal. Profitez de ce moment, entrez, explorez, questionnez. Osez découvrir des métiers auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé, laissez-vous surprendre. Ayez confiance, chaque question posée, chaque rencontre faite ici est une étape vers votre avenir. Comme un jeune cavalier qui découvre son premier cheval, faites confiance au chemin. Parmi toutes les voies, trace la tienne, pour reprendre le slogan du salon. L'important, ce n'est pas d'arriver le premier, l'important, c'est de trouver sa propre allure. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent salon et je me réjouis de le parcourir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment à Monsieur le Ministre pour son message très engagé, son précieux soutien à cette organisation. Voilà. On va clore cette partie officielle et passer maintenant à la conférence qui sera consacrée, vous le savez, aux médias sociaux, à l'intelligence artificielle, aux smartphones omniprésents. Quel chambardement vit en ce moment notre société, mesdames, messieurs? Quel chambardement pour les jeunes, pour les parents et pour les enseignants, et comment y voir clair?
Nous avons souhaité ce soir vous proposer l'éclairage d'un homme qui est au bénéfice d'un Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique et d'un titre de spécialiste en relations publiques. Il est spécialisé dans les domaines de la gestion de la réputation en ligne, le personal branding, l'anticipation et la gestion de crise, la sécurité de l'information, l'éducation aux médias et l'information. Il intervient depuis près de 20 ans auprès d'entreprises et au sein de nombreux instituts de formation. Il est aussi membre du comité scientifique du MAS en intelligence économique et veille stratégique de la HEG de Genève et vice-président de la société ImmuniWeb SA. Celles et ceux d'entre vous qui écoutent nos radios locales ont déjà sans doute entendu l'une ou l'autre de ces chroniques toujours particulièrement inspirantes. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour accueillir notre conférencier, Monsieur Stéphane Koch. Bien, alors je ne sais pas si vous y verrez plus clair après, on va essayer. Voilà, je suis aussi, parmi mes différentes casquettes, je travaille aussi avec Jeunet Média, donc la plateforme de l'OFAS que je vous conseille, si vous ne la connaissez pas, pour parents, enseignants, politiques, professionnels aussi du domaine de l'enfance. Il y a énormément de contenus qui peuvent être utiles pour comprendre la complexité de cette transformation numérique, l'utilisation des plateformes sociales et autres. Et puis je travaille aussi, je suis plutôt dans le comité de Sciao.ch qui offre une plateforme pour les jeunes pour qu'ils puissent venir parler de leurs soucis, de leurs interrogations dans les différents domaines qui les concernent, avec aussi une autre plateforme qui est, elle, pour des personnes plutôt dès 18 ans jusqu'à 25 ans, qui est On t'écoute, que je mentionne donc aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà, donc une super image générée par l'intelligence artificielle, vous en doutez un petit peu, je n'ai pas prise cet après-midi. Et l'idée maintenant, c'est d'aborder un petit peu la problématique des interdits et la problématique de la manière dont on se représente les périphériques. Très souvent, on parle d'écran et on réduit en fait ces outils à un écran. Alors non, transformer cette navigation numérique en levée de bien-être plutôt qu'en source de souffrance, parce que des fois, on a une perception des outils qui est faite à travers un prisme médiatique qui, lui, ne relève que des cas problématiques et pas forcément une réalité du terrain dans l'utilisation de ces outils. Tout le monde ne souffre pas de problèmes de santé mentale en utilisant des smartphones. Tout le monde n'a pas de problème de harcèlement en utilisant des smartphones ou les réseaux sociaux, bien sûr. On parlera un peu de ce que disent les études aussi. Mais il faut plutôt voir le smartphone comme un outil qui n'est pas la relation en tant que telle, mais qui permet de construire, d'exprimer, de maintenir, d'enrichir une relation, par exemple. Donc le périphérique peut permettre de se mettre en relation avec des gens, mais il n'est pas en tant que tel la relation. Il offre cette complémentarité aussi à différents niveaux. Et puis, il est aussi une extension de la vie réelle. Trop souvent, j'entends des sortes de dichotomies entre les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie réelle. Non, les réseaux sociaux, c'est une réalité. Ce qu'on y vit, ce qu'on y ressent, sont tout aussi une réalité. Et la loi s'applique complètement à travers ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et donc, bien sûr qu'on est dans un environnement de société. C'est simplement une extension de nos sociétés dans un format dématérialisé. On est citoyen dans cet espace numérique comme on est citoyen dans l'espace physique. On va parler de la citoyenneté numérique, mais c'est quelque chose d'important aussi à concrétiser. Donc il y a aussi la continuité émotionnelle qui peut se faire à travers même un like, des fois, suffit à exprimer une émotion. Il suffit à donner un signal à quelqu'un envers qui on a envie de porter de l'attention et réciproquement d'en recevoir. Donc il ne faut pas négliger ces synapses émotionnelles qui sont aussi extrêmement présents à travers les smartphones. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un derrière un smartphone que la personne est isolée. Ce n'est pas parce qu'elle est en train d'interagir derrière un smartphone qu'elle ne parle à personne d'autre, qu'elle a des problèmes de communication ou des problèmes de socialisation. Simplement, elle a fait un choix peut-être de prioriser un réseau d'amis existants et de pouvoir interagir, dialoguer avec ces personnes-là.
Donc faisons attention à ne pas des fois analyser le comportement, et surtout le comportement des jeunes, avec nos propres a priori et nos propres représentations de ce qui est bien, pas bien, et comment se crée une amitié, et comment elle ne se crée pas, et comment elle est acceptable ou comment elle ne l'est pas. Alors, maintenant, sur l'interdiction, on entend souvent dans le discours politique cette volonté de dire « Ah, mais il faudrait peut-être faire comme en Australie et interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans ». Déjà, on voit qu'en Australie, ça ne marche pas très bien parce qu'il y a énormément de jeunes qui contournent les outils de vérification d'âge qui, eux, ne fonctionnent pas très bien, mais qui, par contre, collectent des données sensibles et qui les rendent vulnérables. Et puis aussi, on voit aussi qu'une partie de ces jeunes en Australie ont été dépossédés de tout un ensemble de contenus sociaux, de relations qu'ils avaient à travers ces plateformes. Et ça, peut-être des fois, on en néglige l'impact et on en néglige la portée dans leur construction à eux, la construction de leur personnalité, la construction de leur socialisation aussi. Et puis, c'est aussi un risque d'une vulnérabilité accrue, parce que justement, interdire n'enseigne pas la gestion des risques, c'est priver les jeunes d'un apprentissage, des comportements responsables, et ça, c'est peut-être un des points vraiment clés, c'est-à-dire que cet apprentissage, il est complexe. Il demande à être accompagné, il demande du temps. C'est comme si on disait, bon, la majorité sexuelle, c'est 16 ans, donc avant 16 ans, vous n'avez rien le droit de faire, vous n'avez pas le droit d'y penser, on vous interdit, on vous prive de, je ne sais pas comment on le ferait, mais voilà, de toute possibilité de prendre en considération l'intime. Alors, non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, la loi a changé récemment. Vous savez qu'auparavant, échanger des contenus intimes entre personnes mineures de moins de 16 ans, c'était considéré comme un acte punissable au niveau pénal. Hein. C'était considéré comme une création de contenu à caractère pédopornographique pour les personnes qui créaient les contenus et de possession, de délit de possession pour les personnes qui les recevaient ou qui les faisaient circuler aussi. La loi a changé. Aujourd'hui, des personnes de moins de 18 ans ont légalement le droit de s'envoyer des contenus intimes s'ils remplissent un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces conditions, il y a le fait de ne pas avoir plus de 3 ans d'âge de différence entre les protagonistes, le fait aussi qu'il y ait un consentement éclairé, qu'il y ait pas, que l'échange ne soit pas transactionnel, que ce soit argent ou autre chose, et puis que les personnes se connaissent dans le monde physique. De cette manière, le législateur a essayé de dire, OK, il y a des comportements dont on doit tenir compte aujourd'hui. On faisait une sorte de double incrimination des victimes auparavant, parce que souvent les victimes, par exemple, de diffusion non consentie de contenu, étaient plutôt des femmes, majoritairement, et elles étaient non seulement victimes de cette diffusion non consentie, et elles étaient encore victimes, pénalement, d'une accusation d'être responsables, en guillemets, de la situation. Donc, à ce niveau-là, la loi a évolué correctement. Et elle prend en compte un certain nombre de facteurs humains, facteurs de société, la transformation numérique aussi. Donc, on va dire, aller vers une interdiction à moins de 16 ans, c'est un peu une régression et c'est un peu un déni de responsabilité par rapport à la nécessité qu'on a d'accompagner et de former les jeunes générations à une meilleure maîtrise de ces outils. Alors, ensuite, c'est aussi quelque chose qui est conforté par un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'OMS, l'OCDE, que ce soit la Commission fédérale de la jeunesse, que ce soit des études comme EU Kid Online Suisse, que ce soit ProJuventud, que ce soit les études James. Aucune de ces études ne met en avant une interdiction. Aucune. Donc là aussi, des fois, il faut peut-être se reposer aussi sur les données scientifiques et académiques qui nous montrent que des fois, la problématique qu'on met en avant n'est pas aussi fondée que peut-être on se permet de l'affirmer. Alors, par exemple, l'OMS, dans ses recommandations, dit qu'il faut, au niveau de l'environnement scolaire, il faut intégrer la littératie numérique et l'utilisation responsable dans les programmes. Donc, cette littératie numérique et cette utilisation responsable ne se fait pas par l'interdit, elle se fait par une maîtrise de l'outil, une cohabitation avec ces environnements, une compréhension de la manière dont on s'exprime en ligne, de la portée de ce qu'on dit, de ce qu'on fait en ligne, la responsabilité qu'on a dans les échanges aussi. Au niveau de la santé mentale, on doit garantir un accès à des services. C'est-à-dire que, oui, il y a des problèmes de santé mentale aujourd'hui, mais par exemple, ce que ProJuventud, dans une étude de 2024, mettait en avant, c'est que 80% des jeunes n'avaient pas de problème avec les réseaux sociaux,
mais 80% des jeunes interrogés, mais par contre, que pour eux, ce qui les stressait vraiment, c'était la projection dans l'avenir, c'était la formation, c'était les résultats scolaires, c'était l'argent, c'était plein de problèmes de société, l'écologie, les guerres, qui, quelque part, affectaient leur santé mentale. Voyez. Et qu'est-ce qu'on met à disposition pour répondre à ça? Ça, c'est aussi une question qui est fondamentalement ouverte à ce niveau-là. Un dialogue ouvert, des formations spécialisées pour les gens qui sont autour des jeunes par rapport au numérique, c'est-à-dire que la littératie numérique, c'est aussi des enseignants, c'est aussi les répondants, c'est aussi les infirmiers, les infirmières scolaires, les éducateurs sociaux. C'est un continuum aussi en termes de responsabilité et aussi la responsabilité des plateformes. Et là, je me permettrai aussi une petite remarque. Penser qu'en Suisse, on peut créer son petit règlement et qu'on va faire plier les grands groupes américains, je crois que je ne veux pas dire naïf, mais en tout cas c'est utopiste au minimum. Il y a un règlement européen qui est le Digital Service Act, et ce règlement, on pourrait essayer de le rejoindre. On est couvert par le règlement européen au niveau du territoire, c'est-à-dire en tant que territoire suisse, on fait partie de la région européenne, on est couvert, mais on ne peut pas accéder aux outils qui permettraient aux citoyens de faire valoir leurs droits par rapport au comportement, des fois, qu'ont les plateformes, ou au manque de diligence qu'elles ont, par exemple, dans les signalements, etc. Donc, oui, l'Europe est la seule qui arrive à faire plier les grandes plateformes, et des fois avec difficulté. Et donc, on peut bien imaginer que si on fait une loi, je ne serais pas trop purement suisse, je ne sais pas trop à quoi elle va servir. Voilà, alors, sur la continuité maintenant, donc l'interdiction pure et simple n'est pas une solution, puisqu'ils enfants ont besoin d'acquérir des compétences numériques indispensables. Et les compétences numériques, elles s'acquièrent aussi dans l'expérience, vous voyez. C'est comme, on a une continuité dans l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage de la vie, que ce soit l'apprentissage des connaissances dans les écoles. Là aussi, l'intégration numérique est déjà ancrée. Inverser cette tendance n'est pas forcément des plus efficaces. Et puis, les plateformes offrent aussi aux jeunes un accès facile à l'information et aussi à la prévention, et aussi au fait de pouvoir communiquer sur leurs ressentis, leur santé mentale, avec leurs pairs, entre autres, ou avec aussi des organismes de manière discrète et autres. Bien sûr qu'on a toujours envie qu'ils puissent partager leurs ressentis avec leurs parents, ce qu'ils font en partie, mais il y a des alternatives qui peuvent les aider aussi dans ce cheminement. Alors, maintenant, si on parle de citoyenneté numérique, qui est un élément clé, et c'est aussi un élément qui rentre en collision avec les interdictions. Comment on peut vouloir mettre en place une notion de citoyenneté numérique tout en interdisant les outils numériques qui en sont constitutifs? Il y a un moment où on est un peu dans une contradiction à ce niveau-là. En tout cas, c'est un élément clé de notre société, la citoyenneté numérique. C'est pas seulement la maîtrise des technologies, c'est pas seulement la maîtrise des paramètres, ça en fait partie, mais c'est aussi la manière de se comporter en ligne, le respect des droits humains, le respect d'autrui, des échanges qui doivent être contrôlés, qui doivent être aussi cadrés par rapport à la connaissance de la loi et aussi les manières dont on peut être en infraction avec ces lois. C'est une capacité de participer aussi. C'est la future EID qui va composer aussi cette possibilité de citoyenneté numérique. C'est les droits de s'exprimer numériquement, et je vous rappelle aussi que les enfants ont des droits par rapport au numérique, hein, en passant. Et donc, c'est toutes ces valeurs fondamentales qui sont importantes et qu'on doit enseigner à travers aussi cet espace de société qu'est l'espace numérique, je le rappelle. Alors, protéger les adolescents en ligne, ce n'est pas interdire, c'est leur donner les clés pour naviguer, comprendre, construire et devenir des citoyens numériques responsables. Je crois que, je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes ou pas, ça me semble quand même plein de sens, mais ceci ne se fait pas par l'interdit, je le rappelle, ça se fait par l'éducation. Alors maintenant, si on parle du smartphone en tant que tel et de cette interdiction du smartphone, alors voilà, il ne faut pas non plus nier que c'est un domaine complexe, et que les positions ne sont pas toujours très simples, et que les charges pour les écoles sont aussi très importantes, et il y a beaucoup de pression, et que le temps, lui, on ne peut pas l'étendre à l'infini pour ajouter un certain nombre de choses. Donc je suis conscient de tout ça, mais je ne pense pas pour autant que l'interdiction du smartphone en tant que telle résout tous les problèmes. Premièrement, en entreprise, après, les gens à qui on interdit le smartphone aujourd'hui vont devoir l'utiliser
il y a quelque chose d'assez paradoxal aussi. Et puis, il faut être conscient, si les adultes ont besoin d'être formés pour gérer leurs appareils, pourquoi on exige des jeunes qu'ils y parviennent simplement par finalement privation ou interdiction, vous voyez. Donc, il y a un peu un paradoxe à ce niveau-là. Et il faut reconnaître aussi que dans la société dans laquelle on est, tout le monde n'est pas formé, tout le monde ne maîtrise pas son smartphone, tout le monde ne maîtrise pas son temps d'écran. Et je ne parle pas des jeunes générations, bien sûr, hein. Donc là aussi, il y a des fois des réflexions à avoir qui sont un peu plus larges à ce niveau-là. Bref, l'approche par la politique zéro tech, elle est pas très bonne parce que l'interdiction n'est pas l'apprentissage. Alors que ce qu'il faut comprendre dans l'utilisation de ces périphériques, c'est qu'il y a des moments où on peut les utiliser, il y a des moments où on ne doit pas les utiliser, ils n'ont pas leur place. Il y a des moments où ils apportent une valeur ajoutée pédagogiquement, il y a des moments où ils apportent une valeur ajoutée socialement, il y a des moments où ils apportent une valeur ajoutée en termes d'information ou même de divertissement. Le divertissement n'est pas une tare ni quelque chose de négatif, hein. Et donc, il faut arriver à comprendre la granularité de ces moments et pouvoir être accompagné à ce niveau-là. Parce que partir du principe que parce qu'on est jeune, on comprend la technologie, déjà que les adultes ne la comprennent pas, avec tout le recul qu'ils ont dessus, c'est un peu illusoire de partir de ce genre de principe. Voilà, donc ce qu'on croit, c'est que l'interdiction protège les jeunes et élimine les problèmes. La réalité, en tout cas dans ce qui ressort d'un certain nombre d'études, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que, bien sûr, que le cyberharcèlement survit par le harcèlement, entre autres. Le cyberharcèlement n'est que la prolongation du harcèlement. Et puis, l'école, en fait, a une responsabilité parce qu'elle met en relation des personnes, et ces personnes vont, bien sûr, naturellement et organiquement prolonger ces relations dans l'espace numérique. Le préau numérique, il ne s'arrête pas au mur de l'école. Il devrait comporter aujourd'hui la dimension des plateformes sociales parce que, justement, cette manière dont les gens interagissent a quand même pour base la relation qu'ils ont dans les écoles. Même si les écoles n'utilisent pas des plateformes comme WhatsApp et autres, elles devraient fournir une forme d'assistance, de répondant pour aider les jeunes à mieux maîtriser ces outils, à essayer de les accompagner aussi dans la définition de chartes, de règles qui pourraient potentiellement encadrer l'utilisation des groupes et autres par les jeunes. Et puis, là aussi, au niveau de la réaction psychologique, les interdictions, elles génèrent des comportements de contournement parce qu'elles ne sont pas ressenties comme étant, on va dire, appropriées, adaptées. Et puis, il y a aussi un isolement social parce que, justement, les jeunes, une partie de leur interaction se passe aussi pas à travers les écrans, mais par l'intermédiation de ces outils qui leur permettent d'être en relation avec d'autres personnes. Pas forcément dans leur environnement immédiat, pas forcément au même moment, mais on est toujours dans la constitution d'une relation sociale. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est la qualité de la relation sociale. Alors, maintenant, sur l'aspect un peu plus pragmatique, on devrait apprendre à maîtriser ses téléphones. Moi, je me souviens que dans une école, je crois que c'était à Bienne, je ne suis pas certain, mais il y avait la journée du smartphone. Et dans la journée du smartphone, on apprenait à comprendre comment fonctionnait un smartphone, comprendre l'aspect de la cybersécurité, l'aspect des algorithmes, l'aspect des paramétrages, les permissions qu'on donne aux applications, comment nos données personnelles sont traitées par ces outils. C'est des outils extrêmement complexes. Je ne sais pas combien de personnes comprennent bien leur smartphone ici et le maîtrisent complètement par rapport aux différentes choses, aux problématiques, mises à jour, etc., auxquelles on peut être exposé. Et donc, c'est aussi quelque chose qui doit s'apprendre. C'est des outils qui cohabitent avec nous de plus en plus intensément. De plus en plus de smartphones aujourd'hui commencent à intégrer l'intelligence artificielle et on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quel est le cadre de l'utilisation de nos données, quelles sont les limites qu'on peut imposer à ces outils, quelles sont les limites qu'on peut s'imposer à nous-mêmes dans l'utilisation de ces outils. Vous voyez, ces médiations, elles ne sont pas toujours très simples. Donc il y a toujours des questions de contexte, hein. Il y a des contextes éducatifs, personnels, professionnels aussi. Et on doit réussir à pouvoir s'adapter à ces différents contextes en fonction, bien sûr, du moment
et du lieu, de ce qui est autorisé, pas autorisé. Là aussi, donc le contexte éducatif, est-ce qu'il y a une valeur pédagogique à utiliser l'outil? Si oui, on peut l'utiliser. Si on n'a pas, on ne l'utilise pas. Est-ce qu'il y a des moments où les élèves peuvent l'utiliser? Pourquoi pas? Et puis il y a des moments où on va dire non, je ne sais pas, le matin vous pouvez l'utiliser, l'après-midi vous ne pouvez pas. Essayez de faire comprendre. C'est par exemple, on me demandait une fois un conseil pour des classes qui allaient en camp de vacances. Est-ce qu'on autorise ou on n'autorise pas les smartphones? C'était pas, pour moi, l'important, ce n'était pas d'être binaire en disant oui ou non. C'est de dire, OK, essayons de réguler l'usage. Le matin, on se lève, on peut peut-être consulter pendant une demi-heure et gérer un peu ces notifications, ces trucs et ces intérêts personnels. Après, peut-être le smartphone il est rangé. On va faire on va se balader dans la nature, on va faire un travail pédagogique sans rien, comme ça, on est ensemble. Et puis, à midi, on mange ensemble. Et puis, l'après-midi, peut-être, on reprend le smartphone. Il y a des applications, je ne sais pas, comme Picture, PlanteNet ou autres, qui permettent d'identifier des essences de plantes, des essences, des arbres, de plein de choses dans la nature, avec lesquelles on pourrait faire un travail pédagogique qui permet, en fait, de montrer que le smartphone ne sert pas qu'à se divertir, mais qui sert aussi à tout un ensemble d'accomplir tout un ensemble de fonctions qui peuvent être utiles dans plein de contextes différents. Et puis le soir, oui, on peut consulter un peu ces messages et tout ça, puis on le range à un moment, et comme ça on apprend qu'il y a différents temps dans lesquels on peut faire différents usages, et on arrive à mieux s'adapter et peut-être mieux contrôler aussi son propre usage, parce que bien sûr qu'on peut très vite perdre le contrôle sur le temps qu'on passe à l'utilisation de ces outils. Là aussi, apprendre quels sont les patterns ou les dark patterns, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui sont exploités par les plateformes sociales ou par les smartphones et autres pour capter notre attention, pour quelque part nous pousser à échanger, à scroller, à faire tout un ensemble de choses sur ces périphériques. Il y a, ainsi que le fonctionnement des algorithmes, voilà, il y a tout un ensemble de connaissances qui est important à acquérir pour pouvoir mieux décider de ce que l'on fait et mieux gérer en fait ces plateformes. Donc la connaissance, c'est le meilleur outil pour réduire des fois des usages extrêmes, inappropriés ou excessifs. Alors, il y a une responsabilité pour moi, en tout cas, que j'estime, entre les parents, le système éducatif et bien sûr les jeunes. Cette co-responsabilité, elle est facile théoriquement à comprendre, elle est beaucoup moins facile à mettre en œuvre, bien sûr, sur le terrain. Dans les établissements scolaires, quand les écoles organisent des sessions pour les parents, c'est toujours les mêmes parents qui viennent, c'est ceux qui savent déjà et qui veulent encore s'informer, qui sont curieux, et on sait qu'une partie des autres parents, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ce qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas auparavant, c'est l'intelligence artificielle. Sur des modèles comme ChatGPT, comme Claude, il y a des modèles d'apprentissage. On peut essayer aussi de former les parents à apprendre à travers ces outils. Ces outils, ils sont neutres. Ils peuvent travailler dans différentes langues, ils peuvent franchir des barrières d'incompréhension de la langue et autres, peut-être par certains parents. Ils peuvent s'adapter au rythme du parent pour comprendre certaines choses. Donc il y a peut-être des choses à explorer aussi à travers ça. Alors, l'enjeu n'est pas de construire des murs pour protéger les jeunes de la technologie, mais de leur fournir une boussole pour y naviguer. Je reviens bien sûr là-dessus. Et on prépare les citoyens de demain à l'école. Et ces outils peuvent aider quand même à améliorer cette notion de citoyenneté numérique par la maîtrise de ce qui en est constitutif. Donc, à ce niveau-là, ça m'amène aussi maintenant à l'intelligence artificielle. Et là, on est sur un domaine qui est complexe. Alors, il y a des opportunités. On me demande souvent, oui, mais c'est bien ou c'est mal? C'est les deux en même temps. Ça dépend ce qu'on en fait et ça dépend de la connaissance qu'on en a. Comme tout outil complexe, de nouveau, il y a une question d'acquisition de connaissances. Alors, un souci, par exemple, aujourd'hui, si on parle des choses qui sont problématiques et qui demandent en fait une urgence dans l'utilisation, dans la compréhension et l'adaptation de ces outils, c'est que les postes qui sont les principalement touchés par l'IA sont les postes juniors. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un ami qui a une entreprise et qui a des dizaines d'employés. Il m'a dit,
ce qu'on voit avec ces 2 années, c'est que beaucoup d'entreprises qui nous confiaient des mandats auparavant, ces mandats qu'on faisait bien sûr exécuter par des postes plutôt juniors, eh ben, elles les internalisent. Pourquoi les internalisent? Grâce à l'IA. L'IA leur permet en fait de faire ce qu'elles nous confiaient comme tâche auparavant et de le faire elles-mêmes. Donc pour nous, ça fragilise les postes juniors dans l'entreprise. Et je suis des fois un peu emprunté, inquiet, en me disant mais comment on va gérer les choses si tout d'un coup on a un certain nombre de personnes qui sont en formation et autres, mais qui n'apportent plus ce retour qu'on escomptait, sur lequel on pouvait compter auparavant. Donc il y a des vraies réflexions à ce niveau-là. On voit aussi que les postes seniors, par contre, sont valorisés dans l'utilisation de l'IA, pour le moment en tout cas. Il n'y a rien d'absolu non plus là-dessus. Mais donc, qu'il y a en fait une érosion qui est due à l'IA, donc ce n'est pas forcément des pertes d'emploi secs à proprement parler. Par contre, il y aura moins de nouveaux emplois, parce que bien sûr que si tout le monde, en guillemets, optimise un petit peu, même de 5%, ses activités, sur l'accumulation, ça fait que tout d'un coup, on a des postes qu'on n'a pas besoin, de repourvoir quand les gens partent à la retraite, et 2, de proposer, parce que finalement, ce que représente le poste est absorbé par cette nouvelle productivité. Alors maintenant, on peut aussi dire, ce n'est pas immédiat, beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA n'ont pas encore réussi à retrouver un vrai retour sur investissement, il y a beaucoup de temps qui est passé pour la correction des erreurs, tout un ensemble de choses qui font que ce n'est pas encore fonctionnel, il y a encore des erreurs dans le fonctionnement de l'IA qui font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui confier. Mais attention non plus, il ne faut pas juger le futur de l'IA sur les erreurs d'aujourd'hui. Parce que ce qu'on a constaté en 2 ans, c'est qu'un certain nombre de problèmes ont été quand même corrigés assez rapidement. On voit très peu dans les images actuelles faites par des outils fonctionnels, les 6 doigts ou les choses comme ça n'apparaît plus dans ce genre d'image. On voit que tout d'un coup, on a des vidéos plus longues, plus qualitativement élevées, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte et faire attention justement, comment est-ce qu'on peut gérer ce problème d'entrée de l'apprentissage ou des premiers postes de travail que les jeunes peuvent avoir. Pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi de nouveau. Moi, je vous propose une perception, interprétation des choses, et d'autres personnes vous les proposeront. Et je ne peux pas vous dire que les autres personnes auront tort et que moi j'ai raison. J'entends, il faut aussi être conscient que dans le futur, il est compliqué à quelque part extrapoler. C'est-à-dire, il faut être dans une démarche prospective, il faut être dans une démarche d'observation, il faut être dans une démarche de collecte de choses, de veille aussi, pour voir comment l'environnement change et essayer d'avoir une meilleure compréhension en essayant d'acquérir ce type d'informations. Mais en tout cas, selon moi, ce qui est vraiment urgent, c'est de former vraiment à un très bon niveau les jeunes à l'IA. C'est-à-dire les former, c'est leur faire comprendre comment ces outils fonctionnent, comprendre leurs limites, comprendre aussi comment pédagogiquement on peut les utiliser. Et là, il y a un réservoir qui est absolument génial, sincèrement. Alors, des fois, on dit « ouais, mais l'IA, ça nous rend bête parce qu'on ne réfléchit plus ». Non, alors, si on veut vraiment l'utiliser correctement, il faut beaucoup réfléchir, cela dit. Ça veut dire que l'art de la question, par exemple, c'est une matière en tant que telle. Là, comment est-ce qu'on pose une question à une IA? Quand on fait une question biaisée, on a une réponse biaisée. Sur quelles données elle va construire sa réponse? Des données qui, elles aussi, sont remplies de biais, c'est des données humaines. Alors, dans le cadre scolaire, on a plein de connaissances qui sont quand même choisies, qui font partie d'un référentiel, qui sont évaluées, qui sont validées, etc. L'IA, elle a appris sur une masse de données au propre et au figuré, avec un ensemble de données non validées, fausses, non pertinentes, etc. Et dans ces réponses, il y a une partie de ça parfois, et c'est à nous de pouvoir avoir cette capacité de discernement pour pouvoir évaluer la qualité d'une réponse. Le problème n'est pas qu'un étudiant utilise l'IA, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que peut-être la manière d'évaluer la qualité de son travail n'est pas la bonne. En disant, si on évalue la qualité de son travail parce que simplement on voit le rendu, et que ce rendu l'a fait par l'IA, puis après on ne sait pas si c'est l'IA, si c'est lui, non, on doit peut-être l'interroger sur ce qu'il comprend de ce rendu-là. Lui dire, OK, utilise une IA, mais tu mets les prompts, c'est-à-dire tu mets les commandes que tu as utilisées pour finaliser ton document,
Et après, je vais t'interroger sur le fond de ce document et tu vas pouvoir me répondre sur les différents éléments qui sont constitutifs de ce document. Et qu'est-ce qui te semble peut-être, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais me dire sur la relation, la conversation que tu as eue avec ces outils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Là aussi, il y a peut-être quelque chose à retirer là-dessus. Donc, il y a un risque à un moment donné, comme c'est indiqué ici. Par exemple, si on a des développeurs, et souvent on dit oui, l'IA va créer plein d'emplois, tout ça, et autres, et puis par exemple, il y aura besoin de plein de développeurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus besoin de développeurs juniors dans l'IA depuis un petit moment. C'est que le code devient de plus en plus élevé en termes au niveau qualitatif. Récemment, une des sociétés anthropiques qui a le modèle Claude a sorti aussi un outil de vérification de la sécurité du code, ce qui fait frémir beaucoup d'entreprises dans le domaine de la cybersécurité, etc. Et donc, on voit qu'il y a ces développements non linéaires et tout d'un coup qui sont bouleversants au propre et au figuré. Donc, là, il y a une menace sur l'apprentissage et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et pas former sur les risques de l'IA, mais former sur l'expertise dans le domaine de l'IA, en disant que les jeunes générations doivent acquérir une expertise afin que quand ils sortent des écoles, ils soient tout de suite intéressants, pas parce que c'est des apprentis, non, mais parce qu'ils ont une maîtrise de l'IA et qu'en plus, finalement, d'apporter quelque chose à l'entreprise sous cette forme-là, ben, l'entreprise peut aussi les former. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée en plus qui est apportée par le jeune, parce que toutes les entreprises ne sont pas non plus formées dans le domaine de l'IA. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces outils, ne les maîtrisent pas, ne savent pas comment choisir, lequel et comment les utiliser. Donc là, il y a vraiment, je pense, un enjeu qui peut être primordial et intéressant par rapport aux jeunes générations, et on leur doit ça aussi. Et puis en plus, ils doivent payer notre AVS. Mais cela dit, c'est aussi qu'on leur doit cette dynamique. On doit aussi mieux peut-être interroger les entreprises sur leurs besoins, sur comment est-ce que le système d'éducation peut répondre aussi à ces besoins. C'est des choses qui se font au Canada, aux États-Unis, où des fois, il y a des réunions avec les entreprises, puis on leur dit, mais voilà, voilà ce que nous, on propose dans les formations. Est-ce que vous avez des besoins particuliers ? Et au niveau des universités, ça devrait se faire, c'est-à-dire casser un peu l'aspect de renfermement sur soi pour pouvoir aller vers l'extérieur et identifier des besoins, ce qui fait que peut-être les gens qui sortent des universités ont plus de chances de trouver un emploi que dans l'état actuel. Donc, il y a un certain nombre de changements, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour donner des indicateurs dans une certaine forme. On voit qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas touchés, puis là, c'est tout l'avantage de ce salon, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qu'on voit qui sont des opportunités d'avenir, sur lesquels il y a de la place pour engager des apprentis et autres. Et ça aussi, c'est une valorisation de ces métiers en disant il y a quand même une sécurité un peu plus assurée sur le moyen terme. Et l'IA ne va pas remplacer demain un certain nombre de professions. Par contre, l'IA va peut-être soulager administrativement ces mêmes entreprises en les aidant à réduire des fois des charges administratives et autres. Ça, c'est une possibilité. Alors, dans le domaine des créatifs, là, oui, que ce soit journaliste, que ce soit moi, que ce soit, j'entends, tout ce qui touche aux multimédia, aux vidéos, là, il y a quand même des bouleversements. Alors, ces bouleversements, ils ne sont pas que négatifs. Des fois, il y a des petites entreprises qui, aujourd'hui, peuvent faire des choses que seules des entreprises avec d'énormes moyens pouvaient faire auparavant et mettre à disposition pour un prix raisonnable un certain nombre de services, de prestations à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'y offrir. Je ne sais pas, on prend des chanteurs, des artistes comme ça. Aujourd'hui, ils pourraient faire des clips vidéo qui étaient impossibles à imaginer auparavant. Et ils pourraient développer leur talent et tout ça grâce, en fait, aussi à cet environnement. Tout comme les gens qui ont des compétences artistiques, du moment qu'ils maîtrisent bien les outils de l'IA, ils peuvent exprimer encore mieux ces compétences artistiques. On prend une plateforme comme Midjourney. Alors Midjourney, c'est une plateforme d'IA qui permet de générer des images, et aujourd'hui normalement aussi de la vidéo, mais avec énormément de paramètres qui sont gérables, ce qui fait qu'on peut avoir un angle de caméra, de lumière, etc. Donc imaginez un photographe qui connaît tout ça,
Moi, pas. J'entends. Donc, si moi, j'utilise Midjourney, puis un photographe utilise Midjourney, le rendu qui va être derrière, je vais peut-être pouvoir faire des trucs super sympas, mais le rendu qui va être derrière avec le photographe n'aura aucune comparaison avec ce que je pourrais faire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire comment on peut s'approprier, en fait, ces outils pour freiner l'impact négatif qu'il pourrait avoir sur un certain nombre de professions et, tant que faire se peut, en faire une valeur ajoutée aussi. Donc, il y a quand même des métiers qui vont bien sûr s'automatiser immanquablement. Et puis, il y en a d'autres qui vont être simplement représenter la valeur ajoutée. Mais je reviendrai aussi sur ces points en disant, attention, il y a quand même un certain nombre de mises en garde à prendre en compte. Alors, là aussi, il faut tester, il faut créer des bacs à sable, il faut essayer de se dire comment est-ce qu'on peut faire que ces compétences, on les acquiert. Alors, on les acquiert pour les enseignants qui doivent les transmettre, mais surtout pour les élèves, dans une volonté de pouvoir démontrer cette notion d'expertise dans ce domaine-là. Et puis aussi, justement, ne pas partir sur ces principes que, ouais, l'IA, forcément, si on l'utilise, on ne va plus rien faire d'autre, on ne va plus réfléchir. Non, l'IA, par exemple, c'est un outil qui peut répondre à une curiosité constamment. Vous êtes curieux de certaines choses, vous pouvez avoir des réponses sur votre curiosité, mais il faut être curieux à la base aussi. Et puis, vous avez la possibilité d'exercer votre réflexivité, donc vous remettre en question, essayer de réfléchir comment l'IA réfléchit aussi. Quand on lui pose une question, il faut décomposer des fois cette question. Nous, entre humains, on n'arrive pas toujours à se comprendre. Des fois, on peut s'envoyer un message, et ce message, il est mal interprété, il est mal compris, par exemple. Ou autrement, dans notre communication, peut-être qu'on utilise tous des mots identiques, mais que tous ces mots n'ont pas forcément la même signification profonde pour chacun d'entre nous. Donc j'exagère peut-être un peu, mais il y a certains mots qu'on peut-être on interprète différemment des uns des autres, et il y a peut-être des fois des moments où on ne se comprend pas, même en communiquant. Et c'est la même chose avec une IA. L'IA ne comprend pas forcément quand on lui formule une demande. Donc des fois, se projeter, savoir comment est-ce qu'on arrive à communiquer avec ces outils, comment est-ce qu'ils comprennent les choses, comment on peut découper nos demandes. Bref, il y a vraiment une matière pédagogique qui est extrêmement riche et qu'on peut utiliser pour développer ses connaissances, développer son fonctionnement cognitif, développer sa capacité de discernement. Mais on peut être aussi dans cette dynamique où on ne fait rien, on est passif et qu'on pose une question et on accepte le résultat comme ça. Alors que la première chose à faire, quand on a le résultat d'une intelligence artificielle, c'est d'être critique. Et c'est d'être dans une réflexion en se disant qu'est-ce qui pourrait faire que ce résultat n'est pas tout à fait cohérent, un peu biaisé, comment est-ce que moi je pourrais vérifier, par quelles sources je pourrais passer, quels sont les chemins que je pourrais prendre. Voilà, donc essayez d'avoir ces différentes réflexions par rapport à l'utilisation de l'outil. Alors, l'IA, elle peut être utilisée de différentes manières, et justement, il faut être dans un aspect de cette utilisation cognitive vis-à-vis de l'IA, et pas dans un aspect où l'IA est un substitut finalement à sa réflexion et un substitut à la manière dont nous, on utilise notre cerveau. On est dans une idée de supervision finalement de ces résultats et d'évaluation de ceux-ci. Mais pour pouvoir le faire, il faut acquérir un certain nombre de connaissances sur le fonctionnement des outils, sur la capacité de discernement, sur nos propres biais cognitifs, sur les biais que peuvent avoir l'IA dans les résultats qu'elle donne. Donc c'est tout ça qui doit être pris en compte. Et puis, attention avec les outils de détection de l'IA. Vous savez que récemment, un outil de détection d'IA a estimé que la déclaration d'indépendance américaine de 1776 était écrite à 98,5% par une IA. Alors, c'est un peu drôle quelque part, mais attention aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise un outil de détection d'IA et que l'outil pénalise par exemple un élève, mais que l'élève avait fait son travail normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Si un système, un RH, lui, va dire que cette postulation a été écrite par une IA, bah, je ne recevrai pas ce candidat. Mais peut-être que le candidat avait fait beaucoup d'efforts et écrit cette postulation lui-même. Et puis, il y a cette spoliation intellectuelle. J'ai créé un article, quelqu'un l'a passé dans un détecteur IA, le détecteur IA dit « c'est une IA », et je suis spolié de mon capital intellectuel qui m'a permis d'écrire ce contenu. Vous voyez, donc c'est problématique. Ces outils ont trop de faux positifs pour être pris comme étant garants
de quelque chose. Et puis surtout, ils nous mettent face à nous-mêmes dans un contexte qui est assez intéressant philosophiquement. C'est qu'on utilise un outil, un détecteur d'IA, pour identifier si un texte était écrit par un humain ou une IA, afin de sanctionner l'usage de l'IA par un humain, ou là où un autre humain n'a pas réussi à identifier si le texte était humain. Donc, c'est-à-dire, pour voir si le texte est humain, on confie la tâche à une IA. Et c'est l'IA qui nous dit si le texte est humain ou pas, parce que l'humain n'arrive pas à identifier. Donc, très sincèrement, il y a un moment où on doit réfléchir à la question profondément, parce qu'il y a un souci, parce qu'au final, on fait appel à une machine pour juger l'humanité d'un texte, pour s'assurer qu'il n'a pas été écrit par une IA. Donc là aussi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à explorer. Voilà, donc il y a de nouvelles compétences dans la faculté de juger, le discernement, l'audit aussi, bien sûr, de la validation complexe de la manière dont fonctionnent ces modèles, dont on formule les questions. On peut demander à ces modèles aussi de nous aider à formuler les démarches qui nous permettent de poser des questions complexes. Il y a des aspects liés à la communication interpersonnelle aussi. Et puis, il y a surtout une vision stratégique sur la projection dans l'avenir, basée aussi sur une observation de ce qui se passe. Alors, pour finir, il y a une illusion, des fois, de ce que peut rapporter l'IA. Ça, c'était des chiffres qui avaient été sortis, je crois, pendant le WEF. Les chiffres ne sont pas hyper importants dans ce qui se représente en termes de nombre, mais c'est plutôt de se réfléchir, finalement, est-ce que vraiment il y a cette plus-value économique qui est liée à l'utilisation de l'IA ou pas. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention à ça, parce que pour l'instant, on utilise plutôt des modèles américains, qui sont les principaux leaders du marché. Mais quand vous mettez un franc dans un modèle américain, c'est un franc qui n'est pas dépensé ici. C'est-à-dire que de plus en plus, l'IA, on va dire, érode la charge humaine de travail en s'emparant d'une partie de cette charge humaine, du manpower, et ça représente une enveloppe de X milliers d'heures par année, mais ces X milliers d'heures, c'est des heures qu'on paye à ces modèles, et donc c'est un déplacement du capital. On a du capital qui était investi auparavant localement, et ça veut dire qu'un salaire, ce n'est pas juste un salaire, c'est quelque chose qu'on dépense généralement. Et ce salaire, on le dépense dans différentes actions. Par exemple, on va se nourrir, on va faire plein de choses. Donc il y a plein de gens qui sont dépendants de la manière dont on dépense nos salaires et qui vont eux-mêmes pouvoir économiquement exister parce qu'on dépense ce salaire. Donc cet aspect d'économie circulaire, il est fragilisé par ce déplacement du capital. Ça, c'est plutôt, on est au niveau politique, stratégique, pour se dire, attention par rapport à ça, comment est-ce qu'on anticipe ça, comment est-ce qu'on l'observe, comment est-ce qu'on évalue la valeur de ce capital déplacé chaque année et l'impact qu'il peut avoir sur l'économie. Parce qu'intrinsèquement, il y a un risque de fragilisation du tissu économique par cette sorte de paupérisation qui est amenée par ce déplacement en disant, il y a moins d'argent investi, il y a moins de places qui sont créées, il y a moins de postes qui sont repourvus, et on est toujours aussi dépendant d'un outil qu'on ne maîtrise pas stratégiquement. Vous voyez, en partie, parce qu'il y a encore d'autres choses, mais on paye énormément de licences, et ces licences, c'est aussi des coûts qui sont bien sûr exportés. Donc ça nous amène à la notion de souveraineté numérique et souveraineté par rapport à ces IA, et la nécessité d'investir et de développer pour pouvoir en fait réinvestir cet argent dans un espace local, national aussi. Alors, moi, ce que j'appelle le mythe de la compensation des nouveaux métiers, c'est que je ne suis pas, en tout cas, je ne crois pas, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, mais je ne crois pas que l'IA va être génératrice de plein de métiers. Non, ce qu'on voit, c'est que l'IA s'auto-améliore, s'améliore aussi grâce à l'humain, et qu'au fur et à mesure qu'elle s'améliore, elle a moins besoin des gens dont elle avait besoin à ces moments-là pour s'améliorer. Donc, c'est-à-dire ce cycle-là, on a des places éphémères qui se créent, on a besoin de développeurs qualifiés, tout ça. Ouais, pour le moment, on a besoin d'un certain nombre. Après, l'IA va de nouveau franchir un palier. On aura besoin de moins de développeurs, peut-être, mais plus qualifiés. Donc, c'est-à-dire que, oui, on aura créé des places de travail, mais d'un autre côté, on aura réduit, en fin de compte, le besoin aussi, et ces places de travail qu'on avait créées il y a une année, il y a 2 années, peut-être vont s'effacer au fur et à mesure. Donc, en tout cas, il faut essayer de vraiment réfléchir à ces problématiques et de ne pas être dans un discours trop angélique non plus.
Alors, je vais finir avec le fait qu'on doit investir dans des alternatives souveraines, ça c'est important. Là aussi, réinventer la formation, l'intégration des juniors pour sauvegarder cette pyramide des talents. Et puis l'indépendance technologique a un prix immédiat, c'est-à-dire qu'être souverain numériquement, ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas simplement un investissement, c'est aussi une montée en compétences, en expertise, et c'est un cadre régulatoire qui est aussi à la hauteur de ce qu'on promet. La Suisse n'est pas le meilleur des cadres régulatoires en termes de cybersécurité. L'Europe est bien sûr bien plus contraignante dans ce qu'elle impose aux entreprises par rapport au niveau de cybersécurité qu'elles doivent avoir et autres. Donc nous, on est toujours un peu plus laxiste comme on l'a été pour la protection des données, d'ailleurs, pendant un certain temps. Alors, ce qui nous amène sur cette dernière slide aussi à penser à la problématique de la notion de soft power. On est déjà dépendant de la circulation des données. C'est-à-dire si on a vu que, par exemple, il y a 2 jours, je crois que c'était il y a 2 jours, l'outil d'Anthropic, Claude, a dysfonctionné pendant quelques heures. On sait que ChatGPT a été coupé un certain nombre de fois. Alors, on n'est qu'au début, mais imaginez quand des entreprises vont avoir une gestion très profonde faite par ces outils-là, et qu'on a des coupures, ces coupures vont représenter un sacré coût. Donc, il y a un problème auquel on doit réfléchir par rapport à la dépendance qu'on a au bon fonctionnement de ces outils et au fait que, on le voit aujourd'hui, les décisions peuvent être quand même passablement arbitraires du côté de l'administration américaine. Hein. Elles ne reposent pas tous sur une réflexion approfondie, équilibrée et neutre. Parfois, elles sont un petit peu emportées. Voilà. Tout d'un coup, on décide, bref, de tarifs, de pas tarifs. Mais bref, on est quand même confronté à ça, quoi. Donc, on doit faire avec. On n'a pas les moyens de faire autrement. Et il y a aussi un problème de soft power, c'est-à-dire que ces IA sont entraînées avec des données américaines majoritairement, c'est-à-dire qu'elles intègrent une forme de culture américaine. Alors, je n'ai rien contre la culture américaine, hein, mais c'est simplement pour dire que la manière dont elles nous répondent, la manière dont elles interagissent avec nous, la manière dont elles nous conseillent, est imprégnée de cette culture-là. Vous voyez? Alors, c'est comme si vous prenez Halloween. Halloween, ce n'est pas vraiment une fête suisse à la base, hein. À moins que je ne suis pas au courant d'un truc, mais on l'a pourtant importé ici. C'est ce transfert culturel avec une valorisation économique derrière, c'est un peu l'histoire des fast-foods, c'est l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de plein de choses, où la notion de soft power, c'est justement, de manière extrêmement douce, faire passer un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui n'est pas forcément le nôtre et qui peut peu à peu imprégner la société et changer un certain nombre de choses à ce niveau-là. Donc c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et je vais vous laisser avec tout ça et terminer sur ce point. Très heureux de répondre à des questions si jamais il y en a. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup Stéphane Corr. Monsieur Corr restera encore pendant l'apéritif et je vous propose que si vous avez des questions à lui poser, si vous souhaitez l'interpeller, eh bien, il sera encore disponible parmi nous. N'hésitez pas pendant la période d'apéritif, apéritif qui va arriver dans quelques minutes, mais juste auparavant, on va peut-être conclure cette partie officielle avec la remise de prix aux apprentis bouchers et charcutiers qui ont préparé des plats sur leur stand. Ici au salon, plats qui ont fait l'objet d'un concours et qui seront dégustés tout à l'heure pendant l'apéritif. Alors, j'aimerais appeler à me rejoindre monsieur Alain Stegman, qui est directeur du CEF et qui va dévoiler pour nous les résultats du concours. Voilà. Je lis un brin d'impatience dans vos regards pour l'apéritif, mais il faut le mériter. Pour terminer cette partie, c'est vrai que le Salon de la formation professionnelle, c'est une plateforme idéale pour organiser un concours des métiers. D'une part, parce que c'est très stimulant pour les élèves et les apprentis, et d'autre part, ça les prépare aux SwissSkills, au championnat suisse, et ces prochains SwissSkills vont se dérouler de manière centralisée en 2027. Donc, je souhaite déjà bonne chance aux candidats du jour. Ce qui était intéressant pendant leur concours, c'est qu'il était retransmis en direct sur le stand ici des bouchers charcutiers.
Et à ce titre, je remercie beaucoup les apprentis multimédia du CEF Industrie qui a assuré toute la technique. Et c'est chouette quand c'est des apprentis qui s'impliquent pour des apprentis. Très bien, je passe donc à appeler ces jeunes qui se sont défoncés ce matin, qui ont transpiré, qui ont stressé, et puis on aimerait savoir qui est sur le podium à la fin. Déjà, félicitations à toutes et tous, et vous recevez à ce titre une attestation de participation et d'engagement. Alors, par ordre alphabétique, j'invite Fabien Andrade Pereira à me rejoindre, s'il est là. Oui, il est là. Vous pouvez monter là. Voilà, on fera une petite photo après. Ah, ok, très bien. Oula, c'est merveilleux, transmission d'informations qui m'annonce qu'il y a 2 jeunes qui ne sont pas là. Alors, j'appelle Ilan Jeanneret-Grosjean, qui lui est présent. Ouais, c'est bien si vous avancez. Bonne initiative. Félicitations. Monsieur Anthony Krieg. Monsieur Pablo Lepori. J'invite Tobias Levaux. Madame Cécilia Martin. Monsieur Yves Jolia, vous pouvez déjà vous préparer pour une photo si vous avez un smartphone. Monsieur Sacha Raymond. Monsieur Noah Bindit. Donc, monsieur Florian Vutrich n'est pas là ce soir, je garde son attestation. Et puis, on arrive au podium finalement. Et sur la 3e marche, nous avons Madame Dina Steiner. Deuxième marche, c'est Romain Charles Walter Moureau. Et vous l'aurez compris, le vainqueur de ce concours est Fabiano Marulli. Alors, vous allez directement déguster leur production du jour. D'une part, ce qu'ils ont réalisé en concours ce matin et d'autre part, ce qu'ils ont continué à réaliser cet après-midi. Donc, vous allez directement pouvoir les évaluer. Merci à vous les jeunes. Félicitations. Bonne continuation. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser ces jeunes encore un petit moment sur scène. Et il me reste, en ce qui me concerne, à vous remercier toutes et tous chaleureusement d'avoir été présents ce soir à cette cérémonie officielle. Merci de vous engager pour notre salon interjurassien de la formation aujourd'hui et dans les années futures. Le buffet
Pour l'apéritif est désormais ouvert juste derrière nous. Une très belle soirée à toutes et tous et merci beaucoup de votre attention.